Toute l'équipe est pour nous un grand plaisir de vous retrouver en cette année 2015. Toute l'équipe donc d'Entretien Plus, réunie autour du réalisateur Mouamini, se joint à moi pour vous souhaiter d'ores et déjà une bonne et heureuse année 2015. Beaucoup de santé, de réussite, de succès dans votre vie, dans vos vies. Et ce soir, Entretien Plus reçoit Dieudonné Milama, président de l'Observatoire national de la démocratie. Président, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Avec vous, on va discuter un peu de votre sortie du 30 décembre 2014 dernier. C'était donc à Ouandjé, à la salle Edena, sans publicité bien sûr. Succinctement, de quoi était-il question? Quel a été le but de votre sortie médiatique? Vous savez que le Gabon, notre pays, vit actuellement une crise politique, une crise sociale qui a des répercussions au niveau économique et même culturel assez graves. Il était important pour l'Observatoire national de la démocratie de donner sa position par rapport à cette crise-là. Dans la rencontre, l'objectif était réellement de faire l'analyse de cette crise, mais aussi de proposer une solution qui nous permet de sortir de cette crise en gardant notre pays uni. C'était l'objet de ma déclaration. Et selon vous, cette situation sociopolitique est due à quoi? Non, je le dis depuis très longtemps. Vous savez, notre pays, depuis plusieurs années, a laissé passer beaucoup de choses. Et j'analysais la situation en disant que nous avons l'héritage que le président Bongo nous a laissé, que nous n'avons pas pu solder, et que cet héritage avait deux faces. Une face reluisante. Dedans, on peut trouver l'unité nationale, le dialogue, la stabilité politique et économique. Mais il y a aussi une face sombre. Au milieu de cette face, il y a ce qu'on appelle l'impunité. Et cette impunité a entraîné le Gabon dans les méandres actuels. Parce que la corrélation de l'impunité, nous la connaissons. C'est le clientélisme. C'est le manque de justice sociale. C'est une justice totalement imparfaite. Ce sont des institutions qui ne travaillent pas pour le peuple, mais plutôt pour les individus. C'est le reste, corruption, c'est une fonction publique que nous avons aujourd'hui qui n'est pas performante. C'est une économie qui ne répond pas aux normes internationales. C'est aussi un système social où la pauvreté est énorme. Le dernier rapport McKinsey disait que 30% des Gabonais vivent en dessous du seuil de pauvreté. À côté de cela, nous avons un problème au niveau politique. Vous savez, en 1990, nous avons eu la conférence nationale, elle n'était pas souveraine. Nous avons décidé de changer de parti du monopartisme au multipartisme. En 1991, nous avons voté une constitution consensuelle, mais cette constitution était bien pensée, parce que tout le monde était d'accord là-dessus. Il y avait certains articles phares de cette constitution. Déjà, c'est un principe. Nous avons la limitation du nombre de mandats. On ne pouvait pas être élu plus de 2 fois. Nous avions aussi autre chose qui était à côté, c'est la durée du mandat était de 5 ans. Bon, nous avions un équilibre constitutionnel entre la Cour constitutionnelle, le Conseil national de la communication, le gouvernement, dont toutes les autres institutions, l'Assemblée nationale, le Sénat et autres. Mais, au fur des années, cette constitution a été modifiée. Non pas dans le sens de l'améliorer, mais dans le sens de pérenniser le pouvoir du président Bongo. Et tous les acteurs politiques qui sont, je me souviens, dans l'opposition, que dans la majorité en dehors du président Mimboto, qui s'était opposé à la modification constitutionnelle qui amenait l'élection à un tour. Parce qu'on est même adverse là, on disait mais non, on ne voulait plus l'élection à deux tours, on va faire une élection à un tour. Au fait, vous voyez, on a lessivé, on a enlevé à cette constitution de 1991 son sel, sa saveur. Et nous sommes depuis là dans un pays
qui n'est ni dans le monopartisme ni dans la démocratie. Nous avons eu à faire des élections qui ont toujours été contestées. Et vous vous souviendrez que après chaque élection, nous comptons des morts. À Port-Gentil, il y en a eu, en 93, il y en a eu. Dans tous les cas, les élections sont des moments très difficiles pour le peuple gabonais. Maintenant, il arrive aujourd'hui que nous avons accumulé des frustrations. Le peuple en a accumulé et on arrive au point de non-retour. C'est-à-dire que les institutions qui ont accompagné le président Bongo ont réellement fait leur temps. Il y avait comme un consensus non écrit entre l'opposition, parce que vous vous souvenez que la plupart des membres de l'opposition, à part le président Bongo, allaient au gouvernement d'union, d'unité et autres. C'était comme si tout le monde avait accepté que le président Bongo puisse gérer le pays jusqu'à la fin de sa vie. Mais après le décès du président Bongo, on aurait dû s'asseoir, comme cela se passe quand un notable disparaît. Les enfants s'assoient et on examine l'héritage. On dit ça, on a accepté, mais on ne peut plus l'accepter. Ça, on va désormais faire ça comme. Mais nous avons fonctionné comme si tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui, la crise s'est amplifiée et certains éléments ont justifié cela. La première chose, le président Ali Bongo décide d'interpeller des personnalités qui ont joué ces tournants. Ça crée un problème. Et c'est notre héritage commun, c'est-à-dire le détournement des deniers publics, le vol caractérisé, le non-développement. D'où l'impunité. C'est-à-dire l'impunité. Et quand il interpelle ces personnalités qui sont aussi bien dans l'opposition que dans la majorité, forcément il y a levé de boucliers. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est M. Payan qui écrit un livre qui remet en cause l'éligibilité du président Ali Bongo. La troisième chose, parce que quand la communauté internationale voit la situation se dégrader, avec l'expérience des autres pays africains, l'ONU intervient pour dire les Gabonais, asseyez-vous et dialoguez. Mais après cette déclaration de l'ONU, ni l'opposition, ni la majorité, personne ne veut plus dialoguer. Et face à ça, est-ce qu'on court vers ce que vous avez appelé l'implosion du pays? Si rien n'est fait, c'est justement pour ça que nous intervenons. Et je voudrais terminer pour dire la quatrième chose, c'est la mort du jeune Mouldeka au cours d'une manifestation. À la limite même, je ne sais pas, parce qu'apparemment, M. Mouldeka n'était pas dans la manifestation, il était lâchement assassiné par des gens. Nous voulons encore que cette affaire soit totalement éclairée et qu'on voit faire dans cet assassinat. Parce qu'il allait à un mariage. Il a été tué à la fin de l'âge. Donc je voudrais dire aujourd'hui que le refus que je véhicule, c'est de voir le Gabon se détruire. C'est de voir le Gabon se détruire. Donc, nous ne voulons pas qu'il y ait une explosion. Vous êtes le président de l'Observatoire national de la démocratie. Quelle opposition vous faites pour qu'on sorte de ce blocage? Nous avons, au niveau de l'Observatoire, longuement analysé la situation. Et nous avons dit qu'il y a deux peurs. Comprenez? Il y a la peur de l'élection de 2016. Vous savez, personne ne veut perdre cette élection. Personne. Cette élection, si elle est organisée dans les conditions actuelles, nous irons directement vers l'implosion. Vous vous souviendrez que chaque élection que nous avons organisée est soldée par des violences. Et je pense que l'opposition actuelle ne pourra pas accepter une défaite si l'élection était organisée par le système actuel, c'est-à-dire par la Cour constitutionnelle actuelle, la CENAP actuelle, la liste électorale actuelle et l'administration actuelle. L'opposition refuserait catégoriquement le résultat de cette élection. Et je vois mal le pouvoir s'incliner à une victoire de l'opposition en 2016. Pourquoi? Parce que le pouvoir aussi est frileux. Aujourd'hui, les deux camps se regardent en chien de faïence.
La question de ceux qui dirigent aussi, c'est de savoir si nous perdons cette élection, qu'allons-nous devenir? Il y a beaucoup de haine en l'air et l'histoire de l'Afrique peut nous interpeller. Donc nous avons décidé de faire une proposition qui tienne compte non seulement de notre histoire à nous, mais aussi de ce que nous avons vécu dans les autres pays africains tous ces derniers temps. Vous savez, c'est comme quand on passe l'oral. Bon, l'élève qui passe en première position est défavorisé parce que on ne sait pas comment le professeur va la compréhension. Voilà. Maintenant, on sait. On peut analyser ce qui s'est passé. Regardons le Maghreb. Nous avons eu la révolution arabe parce que nous pouvons voir ce que les autres ont fait, voir les conséquences et dire est-ce que c'est ce que nous voulons réellement pour notre pays. C'est ce que nous avons fait au niveau de l'observatoire. Nous avons analysé la révolution arabe. Regardez ce qui s'est passé là-bas. L'Égypte, là ça y est, les jeunes ont tout fait pour instaurer la démocratie. Effectivement, il y a eu une élection, les frères musulmans l'ont gagné. Mais après, quand les frères musulmans arrivent au pouvoir, les frères musulmans tirent la couverture largement de leur côté, l'armée revient mettre un terme à ce système. Et aujourd'hui, nous avons un militaire à la tête de l'État. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de l'Égypte? Réussite ou échec? Malgré le fait qu'il y ait eu des gens qui se sont mobilisés pendant plusieurs mois, plusieurs jours, et qui ont obtenu de par la rue le départ du président Moubarak. Aujourd'hui, nous sommes à la case départ, le président Sissi a été élu avec 93%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'alternance seule ne peut pas régler les problèmes dans les pays qui ont connu une longue transition de monopartisme ou dictatorial. On n'a pas réglé des problèmes importants en Égypte. La place de l'armée n'a pas été réglée par ceux qui n'ont vu que le changement de Moubarak. Non. À côté de la place de l'armée, tout l'historique, parce que l'armée, quand c'est au pouvoir, il y a la corruption, il y a tout ce que l'armée a eu à occasionner. Si vous ne réglez pas ces problèmes avec l'armée, mais l'armée reprend son pouvoir. C'est ce qui vient de se passer en Égypte. Nous avons regardé en Libye. En Libye, le peuple s'est soulevé, le président Kadhafi a été tué. On a éliminé un dictateur. Mais après, en Libye, nous avons libre à plusieurs têtes. Aujourd'hui, nous avons de partout des milices. La Libye est devenue une plaie indélittable, un territoire de non-droit. En Tunisie, il y a eu le départ, la rue a travaillé et le président tunisien a été chassé du pouvoir. Mais les Tunisiens ont eu une transition de 4 années à 2 étapes. Première étape, ils ont pu élire une assemblée constituante transitoire. Un président qui était là pour une transition. Pendant 4 ans, ils ont soldé les dossiers qui fâchaient. Ils ont adopté une constitution de façon consensuelle. Et ils viennent d'organiser une élection présidentielle qui s'est très bien passée. Et aujourd'hui, il y a un président, même s'il est très âgé, mais c'est lui qui a été élu par le peuple tunisien. Il a battu le président en exercice. Ça, c'est un. Redescendons au niveau de l'Afrique noire. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a connu plusieurs présidents de la République. Le président Faure est parti, Bédier s'est installé. Le président Bédier a amené l'Ivoirité, il a voulu écarter les autres. Il y a eu un coup d'État, on a eu Gueye, Gueye a voulu écarter les autres, on a eu Gbagbo, Gbagbo a fait 10 ans sans élection, la communauté internationale a eu intervenir. Il y a eu des discussions, et après, il y a eu une élection, Gbagbo s'est déclaré vainqueur, Ouattara s'est déclaré vainqueur, 3000 Ivoiriens sont morts, on a installé Ouattara à la tête du pouvoir. Mais aujourd'hui, cette Côte d'Ivoire est-elle stable? Je ne crois pas. Aujourd'hui, non seulement on a enterré beaucoup d'Ivoiriens, dont la rancune, la rancœur, c'est encore là, mais la Côte d'Ivoire, dernièrement, nous avons eu les ex-rebelles bloqués à Abidjan et exigé 5 milliards. Des arriérés de salaire de la rébellion. Mais aujourd'hui, nous avons Gbagbo qui se trouve à la CPI. Sa femme est emprisonnée à Abidjan. Nous avons beaucoup d'Ivoiriens qui sont actuels, qui ont été emprisonnés, beaucoup ont perdu leur maison.
Bon, en tout cas, il y a eu toute une... Il y a eu le système, c'est catastrophique. La grande question, Soro est là, les forces de l'ont tué, les forces de Gbagbo l'ont tué, les forces de Ouattara l'ont tué. Aujourd'hui, Ouattara au pouvoir. Il va peut-être gagner le deuxième mandat. Mais après Ouattara, un autre Ivoirien. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va réellement devenir? Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui devaient être jugés, mais qui ne le sont pas. Et il y a eu la paix ou bien la justice des vainqueurs. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas aujourd'hui un pays stable. C'est un pays qui peut encore tomber. On descend. Très rapidement. On arrive en RCA à côté là. Nous a mis la Centrafrique. Il y avait Patassé, mais on a pensé que Patassé, c'est pas bien. Il a été chassé grâce à la communauté internationale, il est parti. Nous avons eu Bozizé. Ah, Bozizé, c'est pas bien, on l'a chassé. Nous avons eu Djotolia. Djotolia aussi est venu, on l'a chassé. Nous avons Panda avec une transition qu'on ne fait que tirer en longueur. Mais ce pays n'a jamais retrouvé la stabilité. Je vais terminer par la RDC. La RDC. Il y a eu Kabila qui est arrivé, on a chassé Mobutu. Le pays est resté dans l'instabilité jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, Kabila a peur de quitter le pouvoir parce que ses arrières ne sont pas assurées. Donc voyez-vous, je peux aller comme ça et citer d'autres pays. Le Congo-Brazzaville connaît pratiquement la même situation. Donc la réflexion que nous avons eue, c'est que dans tous ces pays-là, il y a eu un autre pays qu'on appelle l'Afrique du Sud, qui a connu une situation difficile avec l'apartheid. Mais les Sud-Africains ont réfléchi. Comment instaurer un système démocratique, stabiliser le pays et développer notre pays. Ils ont décidé de faire une transition constitutionnelle. Cette transition, ils ont discuté, et lors des discussions, ils sont tombés d'accord sur un certain nombre de choses. D'abord, une transition constitutionnelle. Je vais bien expliquer. Après une commission vérité et réconciliation. Ces deux choses étaient très importantes pour que le pays là puisse aujourd'hui être catégorisé comme un pays démocratique et développé. Pourquoi ils ont fait la commission vérité et réconciliation? Parce que beaucoup de personnes, de par les actes posés, avaient peur de qu'est-ce qu'ils vont devenir si le pouvoir partait de la minorité blanche à la majorité noire. Bon, il fallait que le peuple africain décide pour dire, bon, ici on pardonne, ici on fait cela. Mais ils ont lavé d'abord le linge sale en famille. C'était dur, mais ils ont essayé de faire ce deuil de la partie. Donc, tous les Sud-Africains, la commission vérité et réconciliation a libéré le peuple sud-africain. Les Blancs avaient peur, ils n'avaient plus peur. Les Noirs avaient peur, ils n'avaient plus peur. Et ça a réconcilié le peuple. Ils ont, pendant 4 ans, parce que les réformes que le pays devait engranger pendant 4 ans étaient des réformes difficiles. Ils ont dit, bon, on met en place une constitution transitoire qui leur a imposé une congestion du pays pendant 4 années. Et pendant 4 années, on avait président Nelson Mandela, et son vice-président était Frédéric de Klerk, qui lui était président quand Mandela était en prison. Les deux ont d'abord eu le prix Nobel de la paix. Et pendant 4 ans, on avait dit, si tu as 25% à l'élection, tu es président ou vice-président, mais la personne qui a le plus de suffrages sera président, le deuxième, le troisième, qui d'après la barre de 25% sera là-bas. Et que ceux qui ont 5% à cette élection, les partis qui auront 5%, ces partis vont rentrer au gouvernement. Ils ont donc eu un gouvernement issu d'une élection libre, démocratique et transparente. Donc, Mandela président, De Klerk vice-président, Boutelesi ministre des Affaires étrangères, les 3 acteurs qui ont bougé l'Afrique du Sud. Mais au bout de 4 ans, ils ont soldé les dossiers. Au bout de 4 ans, ils ont entrepris des réformes en profondeur. Et après 4 ans, ils ont négocié pendant les 4 années une constitution telle avec laquelle l'Afrique du Sud vit aujourd'hui. Et c'est une réussite. Et qu'est-ce que vous proposez pour le Gabon? Je propose pour le Gabon des choses claires. Je dis, on ne peut copier, on ne va pas inventer la route, que ce qui a marché ailleurs. Après avoir analysé, nous avons trouvé que la constitution et la démarche des Sud-Africains étaient la meilleure. Et c'est pour ça que j'ai fait des propositions
en 6 points. Premièrement, un dialogue national sans exclusif. Premier point. Deuxième point, l'adoption par référendum d'une constitution transitoire qui ressemblait à celle que les Sud-Africains avaient eu adoptée. Troisièmement, l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes en 2016 sur la base d'une constitution transitoire. Quatrièmement, une transition de 5 ans, comme cela s'est passé en Afrique du Sud. Cinquièmement, la mise en place d'une commission vérité et réconciliation. Et sixièmement, des élections générales organisées au bout de 5 ans de transition. Ça, c'est ma proposition. La proposition de l'Observatoire national de la démocratie. Voilà. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les deux camps campent sur leur position. Comment faire pour que les deux se retrouvent et acceptent de partager votre proposition? L'Observatoire communique. C'est important de communiquer. Ni l'opposition, ni la majorité ne doivent détruire ce pays. Ni l'opposition, ni la majorité, personne n'a la responsabilité de détruire le Gabon. Je pense que quelle que soit la crise, les gens ont toujours fini par s'asseoir. C'est pour ça que nous allons faire un travail. Et nous avons commencé avec les hommes de Dieu, avec les syndicats, avec les confessions religieuses, avec le peuple gabonais, pour que tous les Gabonais adhèrent à cela. S'il faut imposer le dialogue aux protagonistes, on va le leur imposer. Et ce dialogue, comment vous allez le bâtir? Ce sera un dialogue inclusif, ça va être la conférence nationale souveraine, ça va être... Comment avez-vous pensé à ce dialogue-là, puisqu'il y a certains qui refusent déjà l'idée de conférence nationale souveraine? Je ne m'attarde pas souvent je le dis souvent, sur les étiquettes. Vous savez, si dans une enveloppe, on a mis de l'argent, c'est l'argent qui est important. Dans l'enveloppe, on peut aussi mettre des post-it et autres. Moi, ce sont pas les étiquettes, c'est le fond. C'est le fond. Moi, de quoi allons-nous discuter? Et là, j'ai proposé 4 points. D'abord, l'élaboration d'une constitution transitoire. Premièrement, les mécanismes de mise en place et les conditions d'organisation d'une élection libre et transparente en 2016. Troisièmement, les mécanismes et le fonctionnement d'une commission vérité et réconciliation et l'identification et la sélection des dossiers à instruire par cette commission. Et quatrièmement, l'examen de tous les cahiers de charges des syndicats. Donc, on appellera ça comme on voudra. Mais je crois que c'est l'agenda. C'est ce que nous allons, de quoi allons-nous discuter. C'est pour ça que je dis, il faut d'abord que l'idée de transition, nous l'acceptions. L'idée d'une transition où nous allons tous ensemble, après une élection en 2016, co-gérer ce pays et faire des grandes réformes, régler les problèmes, réconcilier les Gabonais entre eux à travers la commission vérité et réconciliation. Mais il faut qu'on mette en place des mécanismes pour que les élections de 2016 se déroulent dans la plus grande transparence en respectant les règles démocratiques. Est-ce qu'il faut systématiquement qu'il y ait élection présidentielle en 2016? Oui. Dans l'état actuel des choses. Moi, je vous parlez d'un dialogue. Le dialogue, vous avez pris l'exemple de l'Afrique du Sud et de la Tunisie qui a pris 4 ans. Donc ça veut dire que s'il faut dialoguer, il faut prendre le temps de faire des choses dans les règles de l'art pour qu'on ne tombe pas comme la conférence nationale de 90 où au lendemain on a enlevé de sa saveur, comme vous-même vous l'avez dit, les textes retenus consensuellement lors de ce dialogue-là. Nous devons dialoguer. La première chose, c'est que le dialogue peut prendre 1 mois. Vous comprenez? On n'a pas besoin de dialogue, on sait de quoi nous voulons. Chacun sait exactement où nous voulons aller. La plupart des Gabonais savent que les Gabonais veulent. Le dialogue n'a pas besoin de durer longtemps. Mais non, la chose la plus importante, c'est que les états de dialogue doivent être adoptés par référendum. Pourquoi? Parce que vous savez, une conférence nationale n'est jamais souveraine. Parce que ceux-là qui viennent à la conférence ne sont pas des réels délégués du peuple. Il faudrait, après la conférence nationale, que ceux qui ont discuté, ceux qui ont fait des propositions, qui ont fait des consensus, retournent vers le peuple pour que ces actes deviennent des actes souverains par
le son du peuple gabonais. Donc en fait, quelle que soit la discussion, que ce soit dialogue, je ne sais pas, la manière dont on veut, il faudrait après qu'on a dit au peuple, voici nos résultats de la discussion, est-ce que vous êtes d'accord? Et si le peuple adopte cela, vous avez sous forme de loi, tout le monde l'applique, voilà. Je vais revenir sur les actes de vos propositions en ce qui concerne les thèmes concernant le dialogue national que vous proposez. Vous dites l'élaboration d'une constitution transitoire qui assure une cogestion constitutionnelle du pays. Pensez-vous que le pouvoir en place puisse réellement accepter cette première proposition-là seulement? Nous ne sommes pas là, nous ne faisons pas le lit de quelqu'un et nous ne voulons pas que les gens soient totalement contents de nous. C'est ce qui est réel. Vous savez, les gens ont peur de qu'est-ce qui va devenir demain. Nous devons ensemble dégager cette peur. C'est une obligation pour nous de travailler un temps ensemble. Mais pas en se choisissant, mais le peuple doit. Vous savez, j'ai regardé ce qui s'est passé depuis que le président est là. Il a géré le pouvoir seul. Mais il a eu toutes les difficultés du monde à procéder aux véritables réformes dont le pays a besoin. Est-ce qu'il a même procédé à des réformes? Il a essayé de réformer. Je prends l'exemple, la question du bois. Il a essayé, mais ça a été difficile, ça marche parce que les intérêts sont multiples. Aujourd'hui, je crois qu'avec toute la bonne volonté du monde, on a regardé la fonction publique. La fonction publique du Gabon. Nous avons 70 milliards de salaires. Mais si vous rentrez dans le fichier de la fonction publique, combien de fonctionnaires méritent en réalité d'être appelés fonctionnaires? On attend toujours les résultats du recensement. Mais c'est justement les blocages, les pesanteurs aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ce dossier brillant? Imaginez qu'on dit, bon, ouais, tous ceux qui ont acheté les BPC en Kébo et à Montbois, qui ont acheté les diplômes au CNS, en réalité ne méritent pas d'être fonctionnaires. Nous les enlevons de la fonction publique. Mais vous allez écouter. Vous allez écouter. Ça va créer un autre fois. Ça va créer un fond. Donc maintenant, mais c'est des choses dont nous devons discuter lors de la transition. Parce que le Gabon ne peut pas se développer avec ces boulets-là. Il y en a beaucoup. Et aucun camp politique ne pourra jamais seul régler cela. Et vous avez dit que vous allez mettre sur pied une plateforme pour jouer, pour faire pratiquement ce que vous avez appelé un plaidoyer. Qui vous accompagne là-dedans et comment ça se passe? Est-ce que ça a commencé? Nous sommes dans la phase de la communication et la phase du plaidoyer qui n'est pas encore très rapidement. Nous discutons avec les confessions religieuses, nous discutons avec les syndicats, nous discutons avec les citoyens gabonais. Nous élargissons doucement et d'ici une quinzaine de jours, la plateforme sera visible. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont en train de suivre, je ne vais pas le dire ici, mais il y a des multiples structures qui sont en train d'aller à la plateforme. S'il y a des Gabonais qui veulent, qui s'intéressent, comment ils peuvent faire? Quelle démarche? Pour le moment, nous recevons au niveau de l'Observatoire national de la démocratie tous les Gabonais qui veulent intervenir. Nous allons très rapidement faire une communication pour donner les contacts nécessaires pour que ces gens-là viennent et qu'on puisse les recevoir, ceux qui veulent s'intégrer. Depuis votre sortie du 30 décembre 2014, on enregistre pas mal de sorties, que ce soit du côté des religieux, que du côté des politiques. Faustin Boukoubie est sorti de son silence, Maître Séraphin Daoré Bongo est sorti de son silence. On enregistre des déclarations des confessions religieuses, pratiquement des confessions religieuses qui étaient restées jusque-là, bouche fermée. Et lorsque vous écoutez ces sorties, ces gens-là, qu'est-ce que vous vous dites? On est sur la bonne voie ou bien on a encore du chemin à parcourir? Nous sommes sur la bonne voie. D'ailleurs, il y a eu aussi des interventions importantes. Celle du président de la République, celle du président Mboto, qui sont les deux têtes de poing, les deux camps politiques qui se battent actuellement. En regardant, écoutant le président de la République, contrairement à ce que les gens pensent, je pense que le président a laissé l'ouverture pour le dialogue. Et il a aussi laissé une brèche pour la réalisation de l'Union nationale, qui sont des conditions importantes. Mais tout en posant des préalables, je suis totalement d'accord. Vous savez, en discussion, personne ne veut aller discuter en position de faiblesse. Donc il y a des préalables. Mais j'ai aussi senti dans la déclaration du président Mboto un certain nombre d'actes. Mais en réalité, je pense que, en réalité, personne n'est contre le dialogue. Hein.
Mais il y a des conditions que nous devons d'abord régler pour permettre à ce dialogue d'avoir lieu. Maintenant, je suis tout heureux de constater que tout le monde sort du bois. Les confessions religieuses très critiques des temps sont là. Et moi, je crois aux hommes de Dieu. D'ailleurs, je les rencontre le plus souvent et je vais continuer de les rencontrer pour qu'ensemble, on puisse amener un plaidoyer encore plus fort. Maître Ndao est sorti, il a demandé la dissolution de l'Assemblée, le président Boukoubi a répondu que c'est pas possible. C'est justement ça les peurs. Voyez-vous, c'est-à-dire, il y en a qui ont peur. Ils se disent, mais écoutez, on va dialoguer, mais moi, je suis président de l'Assemblée, je ne serai plus président de l'Assemblée, on va dissoudre le Sénat, on dit de l'Assemblée. C'est pour ça que la première chose, c'est de rassurer tout le monde. Je ne pense pas que le dialogue veut dire la mise à plat des institutions, c'est-à-dire en enlevant, en dégommant tout, mais une discussion en profondeur pour rendre ces institutions fortes. C'est déjà ça la grande ce qu'il faut enlever à la tête des gens. Parce que les gens défendent à peu près leur petit temps. Et voyez-vous, la sortie du Boukoubi, c'est dit non, nous c'est bien, c'est stable. Alors, il sait bien que ce n'est pas ça. Et Ndao qui dit on dissout l'Assemblée et qui tape dans les pieds du PDG. Donc il y a ce côté partisan des uns des autres. Nous on demande aux gens de s'élever au niveau de leurs intérêts qui sont des intérêts partisans pour regarder le Gabon. Parce que si le Gabon prend feu, à mon avis, personne ne sera gagné. Mais est-ce que ceux qui refusent le dialogue, qui s'accrochent à des intérêts personnels, ne sont pas les fossoyeurs de la République? Parce qu'il n'y a pas d'école où on forme les présidents d'Assemblée nationale, il n'y a pas d'école où on forme des ministres de la République, il n'y a pas d'école où on forme. Est-ce qu'ils ne savent pas qu'avant eux et après eux, il y aura toujours des présidents de l'Assemblée nationale, les présidents de la Cour constitutionnelle, des institutions? Ceux qui refusent le dialogue ont peur. Beaucoup ont peur. Et je dis, c'est pour ça que j'ai analysé, il faut, lors de la commission d'été et de réconciliation, régler le problème des peurs. Il y a des gens qui ont détourné de l'argent. Il y a des gens qui ont tué les spirituels. Il y a des gens qui ont fait tomber des sociétés. Il y a des gens qui ont rendu justice. La dernière fois, vous avez vu un procureur au Burkina qui a dû perdre son poste de ministre parce qu'il avait maltraité l'affaire Zongo. Donc, il y a tout cela. Nous, on doit essayer de montrer une nouvelle voie. Et l'exception gabonaise, dire nous on ne va pas se casser, on ne va pas se tuer, on va discuter, on va préserver les intérêts des uns des autres et on va préserver les intérêts de la nation. Dans votre démarche, celle qui est donc de l'Observatoire national de la démocratie, est-ce que vous travaillez avec les membres de la société civile, les partenaires sociaux, certains qui s'intéressent à ces questions-là? Oui, nous travaillons avec tout le monde. Nous sommes ouverts. Je vous dis qu'actuellement, moi je reçois 30 à 40 personnes jour. Donc, vous allez voir lors de notre sortie sur la charte, vous verrez des syndicats, des ONG, des confessions religieuses qui sont avec nous, qui pensent que le Gabon ne doit pas être détruit, qui pensent que nous avons l'obligation de régler les problèmes du Gabon, que nous avons l'obligation de mettre en place les bases d'une démocratie qui marche, pour que l'économie puisse décoller tranquillement. Donc, il y a beaucoup de Gabonais. Moi, je suis très content parce que nous avons eu aussi des réactions des gens qui étaient hostiles. C'est tout à fait normal que la démocratie, tout le monde ne peut pas être d'accord. Mais ce qui est important pour moi, c'est que notre proposition fait du chemin. Et très rapidement, je vais saisir le président Obama et le président Hollande pour qu'ils soutiennent les transitions démocratiques apaisées en Afrique. Et qu'est-ce que vous dites aux esprits sceptiques par rapport à ce dialogue? Je leur dis que nous n'avons pas d'autre choix que le dialogue. Je leur dis que la seule élection, fût-elle démocratique, ne peut pas régler le problème du Gabon. Que nous avons en réalité besoin d'un processus politique qui nous permette aussi de continuer à vivre dans ce pays en paix, tout en le développant, mais en faisant des réformes en profondeur. Il y a une chance de le faire, il faut qu'on s'y mette. Je ne pense pas que la violence puisse régler un problème. Je ne pense pas que l'exclusion puisse régler un problème. Je ne pense pas que la haine puisse régler un problème. Mais je pense que la discussion peut régler un problème. Et doit régler un problème. Ceux qui ont fait la guerre ont fini par discuter. Mais ne détruisons pas le pays pour discuter après. Parce que quand on a commencé à le détruire, on n'arrête pas de le détruire. Les exemples sont là.
La RDC est démembrée. La FTA est démembrée. La Côte d'Ivoire est sans de stabilité, mais je ne crois pas que cette stabilité puisse durer. L'Égypte est devenu un pays encore où l'armée a totalement repris le pouvoir. La Libye est totalement démembrée. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Nous ne pouvons pas préjuger que si nous faisons la violence au Gabon, on s'arrête ça après 2 ou 3 jours. On ne sait pas. Et prévoir aussi peut-être le nombre de morts. On ne sait pas prévoir. D'autres fois, on a eu un mort, mais on ne sait pas qui peut arriver. Donc, mais ce qui serait souhaitable, c'est qu'il n'y ait plus de morts. Il faut systématiquement que les uns et les autres se parlent pour que le pays continue d'avancer. Mais lorsqu'on vous écoute, on a l'impression que ce que vous demandez au peuple aujourd'hui, c'est de faire table rase, alors là, table rase du passé. Non. La commission vérité et réconciliation ne fait pas table rase. Elle questionne le passé et identifie les responsabilités. Après, on décide. Et à ce moment-là, qui doit décider? Mais la commission va donner un certain nombre de choses. Je crois que lors de la discussion, il y a des procédures que nous allons mettre au niveau de la commission qui vont faire. Il y a eu... qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud? Ceux qui ont tué ont dit j'ai tué, j'ai demandé pardon. On a pardonné avant de réconcilier. Mais on peut trouver plusieurs mécanismes. Je prends l'exemple de l'enrichissement. Si j'ai discuté avec un leader politique très important du pays, il me disait, Monsieur Milan, pour moi, je voudrais que tous mes biens, on puisse identifier, je dois justifier comment je les ai eus. Si je ne justifie pas, on vendra, 75% on donnera à l'État et 25% on me les remettra. Pour créer un fonds pour développer les écoles, les hôpitaux et consorts. Il faut qu'on discute, qu'on sache. On n'a pas dit l'impunité, non. Mais il faudrait qu'on rentre et qu'on règle réellement ces problèmes-là. Et vous pensez qu'un mois seulement peut suffire à régler ces problèmes-là? Non, la commission durera 4 ans ou 5 ans. La commission de l'été. Parce qu'il faut que les affaires soient instruites. Mais pendant le mois, on va identifier quel type d'affaires nous voulons inscrire dans la commission. Voyez-vous, là, je vous prends un exemple. On dit oui, le problème des biens mal acquis. On met dedans. Le problème des fêtes tournantes. On met dedans. La question des crimes rituels. On met dedans. La question des crimes économiques. On met dedans. Vous comprenez? La question de d'autres problèmes compliqués, comme qu'est-ce qu'on fait de la France publique. On peut mettre ça dedans. Mais c'est pendant un temps, les gens auront 4-5 ans pour solder les débats. Et au bout de à la fin de la transition, on aura soldé le passif. Mais il faut qu'on solde le passif. On ne pourra pas avancer sans avoir soldé ce passif. Et vous dites 4 ans. 4 ou 5 ans. Non, moi j'ai fixé 5 ans. Et 1 mois pour le dialogue. 1 mois ou 2 mois pour le dialogue. Moi je ne sais pas, ça dépendra de... Avec quelle garantie après? De la suite de votre commission vérité et réconciliation. Mais il y a d'abord un référendum qui sanctionne tout cela. Ça veut dire qu'il y a l'onction du peuple. C'est l'onction du peuple. Et les verrous, vous savez, la conférence nationale de 90 avec un verrou, on n'a pas dit qu'on ne doit pas changer, mais on peut trouver des mécanismes pour que tout ce que nous allons dire pendant ce temps-là, rien ne soit changé. Est-ce que vous savez que lorsque vous êtes au pouvoir, vous devenez le plus intelligent, le plus savant? Qui vous dit que ceux qui gagneront les élections, après ce dialogue, laisseront ces verrous en état? Ils vont les laisser en état puisque nous avons aussi le concours de la communauté internationale et nationale. Et puisque nous allons gérer le pays, il y aura une projection du pays pendant 4-5 ans, dont personne ne peut se débiner du cadre qui sera fixé par les assises, ou bien par la conférence, ou bien par le dialogue. Mais et pourtant, on constate tout près de nous qu'on est prêt à réviser certaines constitutions qui avaient déjà les verrous. Mais ça ne marche pas. Parce qu'on veut s'éterniser au pouvoir. Ça ne marche pas. Le problème, je dis, pourquoi les présidents veulent modifier les constitutions? La question que j'ai posée, pourquoi nous, au Gabon, on a modifié? Parce que ceux qui sont au pouvoir ont peur de quitter le pouvoir, ont peur d'être jugés, ont peur d'être mis en prison, ont peur de la vérité. Et c'est pour ça que la commission de constitution, elle est importante. Elle est importante pour solder tout ce qu'ils ont fait comme dégâts. Il faut les solder et trouver une solution pour qu'on continue à vivre ensemble avec ces gens-là. Donc le pouvoir fait peur alors? Le pouvoir a
Oui, le pouvoir fait peur, le pouvoir a peur, c'est tout. Et quand on regarde ce qui se passe autour de nous, on va prendre, vous avez pris des exemples de certains pays, moi je vais prendre ce qui s'est passé à Ouagadougou, au Burkina Faso, même si comparaison n'est pas raison. Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, l'exemple de Ouagadougou ne va pas faire école dans les autres pays où on va se dire, si les présidents veulent rester longtemps, nous, on va les chercher par la rue. Est-ce que c'est possible? Est-ce que l'exemple de Ouagadougou peut s'appliquer dans les autres pays au sud du Sahara? La stabilité. Je vous ai démontré que ce n'est pas le fait de chercher un président qui a des problèmes. Moubarak a été chassé par la rue. Ça n'a pas réglé le problème de la démocratie en Égypte. Kadhafi a été... Peut-être parce que la démocratie dans les pays arabes relève peut-être un peu de l'utopie quand on regarde un peu tous les pays arabes. Les Tunisiens viennent de nous démontrer qu'ils sont arabes, mais il y a une... Modérés. Bon, mais encore... La Tunisie encore est modérée. Arabe modéré, on peut le dire. Ça peut être des jugements... Je ne vais pas rentrer entre les peuples tunisiens et les autres. Mais en toute cette chose, la méthode utilisée par les Tunisiens était meilleure que la méthode utilisée par les Égyptiens. Les Égyptiens ont été racontés rapidement par l'histoire parce qu'ils n'ont pas voulu solder l'histoire. Ils n'ont pas pensé à solder l'histoire. Je regarde le Burkina, je dis c'est bien, je veux bien, je souhaite pleine réussite à cette transition. Vous savez, on a déjà fait ça dans plusieurs pays. Le Niger, les militaires sont arrivés à enlever les gens au pouvoir pendant très longtemps. À chaque fois, une transition militaire, une autre transition militaire, ça prouve qu'il y a des problèmes de fond qu'il faut régler. Et nous, au Gabon, n'attendons pas que les militaires ou bien je ne sais pas qui viennent les régler. Nous avons suffisamment d'intelligence pour régler ces problèmes aujourd'hui et pour démarrer une bonne démocratie. Mais il y en a qui me disent, oui, monsieur Milab, c'est long. Je dis, pour bâtir un pays, 5 ans, ce n'est pas long. 5 ans, ce n'est pas long. 5 ans pour bien faire, ce n'est pas long. Mais si nous faisons une erreur, on peut avoir 30 ans d'instabilité au Canada. Donc, concentrons-nous pendant 5 ans pour régler les véritables problèmes du Gabon. Vous écoutez souvent les discours des leaders du front, de l'opposition, je présume. Mais quand on écoute ces leaders-là, leur objectif, c'est peut-être pas la personne qui incarne aujourd'hui l'institution président de la République, c'est le système. Mais le système ne peut se solder que par la commission des réconciliation. Le système, ceux qui sont dans l'opposition, beaucoup étaient dans ce système-là. Et beaucoup ont laissé des affaires dans ce système. Bon, écoutez, j'ai appris au cours d'une discussion, enfin une déclaration des membres de l'opposition, 93 Mbaba soit gagné. Hein? Voilà. Vous savez ce qui s'est passé en 93? À Bita-Meoyen, on a enfermé des gens, le père, la mère, les enfants nés dans les cellules. Mais ça n'a pas empêché à certains de participer au gouvernement qui était formé en 1994. Mais qu'est-ce que nous allons faire de ces gens qui ont revendiqué une victoire reconnue aujourd'hui par certaines personnes, mais qui ont été enfermés nus avec leurs enfants, qui ont subi dans leur chair, dans leur être, des frustrations qui les ont totalement dénaturés. C'est ça qu'on doit aussi discuter dans cette commission-là. Donc moi je pense que le système, on ne peut le solder que par la vérité et la réconciliation. Ce n'est pas parce que... Et que tout le monde accepte aussi de jouer le jeu. Il faut que tout le monde joue le jeu. En 2009, on était arrivé à une histoire. Certains ont reconnu que Obama a gagné l'élection, d'autres ont dit c'est Ali. Certains ont reconnu qu'Ali avait gagné en 2009, aujourd'hui ils ne reconnaissent plus ça. Voyez-vous, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Mais je pense que pour le peuple gabonais, le Gabonais doit connaître exactement la vérité de toutes ces choses-là. Et on doit arriver à savoir comment maintenant réhabiliter ces gens-là qui ont souffert d'injustice. Il faut replacrer. Il faut soigner le Gabon. Donc ça ne peut pas se limiter simplement à une alternance. Non, les alternances c'est très bien, mais il faut maintenant que nous soignons le Gabon. Il faut que tous ensemble, on puisse être au chevet du Gabon pour tous les Gabonais, pour qu'ils puissent retrouver la santé. Il faut qu'on l'accepte.
nous n'avons pas un meilleur choix. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien plus. Peut-être 2 minutes pour votre conclusion. Oui, c'est juste pour dire aux Gabonais que la proposition que nous faisons est une proposition importante pour le pays. Cette proposition ne défend aucun camp politique. Cette proposition veut que nous partons d'un système qui a fait tard à un meilleur système. Mais pour passer de ce stade à un autre, nous avons besoin de se parler. Et que les uns et les autres doivent comprendre que nous ne pourrons pas sauver les intérêts personnels si l'intérêt général du pays est totalement mis en branle. Si le pays s'enflamme, personne ne sauvera son intérêt personnel. L'histoire de l'Afrique a plusieurs exemples qui doivent nous permettre aujourd'hui de comprendre que seule la proposition que je viens de faire, qui a marché en Afrique du Sud, qui a marché un peu aussi en Tunisie, peut nous sortir de la situation actuelle. Nous devons combattre les peurs. Nous devons les affronter au lieu de se renfermer. Je voudrais dire aux acteurs politiques, qui sont aussi bien de l'opposition que de la majorité, que le temps est arrivé pour que le dialogue que les uns et les autres demandent depuis longtemps puisse se tenir. En ce qui concerne les préalables, il faudrait que nous en discutons. Comme je le disais, comment Nimboto va aller à un dialogue si l'Union nationale est dissous? Comment Ali ira à un dialogue s'il n'est pas reconnu comme président de la République? Donc il y a un certain nombre de préalables que nous devons régler. Le dialogue est plus important à mon avis. La transition politique est plus importante à mon avis. La réconciliation à travers la commission de paix et la commission est plus importante à mon avis que des positions partisanes. Si nous déblayons le terrain, si nous discutons, si nous mettons une nouvelle règle de jeu, mais on aura des transitions apaisées comme cela se passe actuellement en Afrique du Sud. Et je voudrais donc dire à tous les Gabonais d'épouser ce combat parce que nous n'avons pas des torses à offrir à la violence ni aux balles. Il faudrait que notre jeunesse adhère à cette initiative pour qu'elle puisse avoir demain l'espoir de jouer un rôle important dans le pays. C'est nous qui vous remercions. Quand je dis nous, je pense à toute l'équipe d'Entretien Plus. Merci. Vous pouvez déjà observer que sur TV+, nous, on a commencé le dialogue depuis longtemps. Et on donne la possibilité à toutes les parties de pouvoir s'exprimer. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir qu'on vous recevra toujours dans le cadre de cette émission ou bien des autres émissions pour vous écouter dans votre quête, dans votre plaidoyer pour édifier davantage les Gabonais. Mesdames, Messieurs, merci. Au revoir.